bien précise. Alors on revient maintenant. On revient à la pharmacodynamie des IEC. Les IEC, ce sont des médicaments qui sont des vasodilatateurs puisqu'ils bloquent un phénomène de vasoconstriction. D'accord? Et là, on va parler essentiellement de 3 mécanismes pour l'hypertension artérielle. D'abord, on injecte ou on fait prendre le comprimé à des sujets sains, il ne se passe pas grand-chose. Puis on le donne à un hypertendu, et puis là, on voit que la pression artérielle baisse. Pourquoi? Parce que les IEC bloquent la vasoconstriction. Ce sont des vasodilatateurs antihypertenseurs qui bloquent la vasoconstriction induite par l'angiotensine 2. D'accord? Là, je vous mets une petite formule que vous trouverez sur toutes mes diapos. PAM égale DC multiplié par RPT. Ça, je pense que vous le saviez même en seconde ou en troisième. La pression artérielle moyenne, c'est le produit du débit cardiaque par les résistances périphériques. DC débit cardiaque, RPT, résistance périphérique totale. Les résistances périphériques totales, elles sont directement liées à la vasoconstriction artérielle. Si tout votre lit artériel est très contracté, la pression est forte. Donc retenez, PM égale DC par RPT, vous connaissez, hein, par cœur? Vieux souvenir? J'insiste pas. Bon. Que va faire ce médicament? C'est un vasodilatateur, donc il baisse les résistances périphériques. Il ne va pas changer beaucoup le débit cardiaque. Il va baisser les résistances périphériques. Et donc, il va baisser la pression artérielle. Là, ici, j'ai écrit PAM, pression artérielle moyenne. Mais vous êtes de bons physiologistes et vous savez que la pression artérielle n'est pas un phénomène continu, c'est un phénomène pulsatile. Pourquoi? Parce que le cœur se contracte et se relâche et se contracte et se relâche. Et avant que la pression se soit effondrée, le cœur s'est à nouveau recontracté. Donc la pression remonte. Et puis elle baisse, et puis le cœur se contracte, et vous oscillez entre une systolique et une diastolique. On appelle ça la pression pulsée. Pour vous, en deuxième année de médecine, en général, on ne va pas très loin et on se contente de choses simples. Mais vous entendrez parler de pulsatilité, vous verrez. Donc, et de toute façon, c'est simple, quand vous prenez la pression d'un patient, vous mesurez 12,8. Et 12,8, qu'est-ce que c'est? C'est de la pulsatilité. 12, c'est la systolique, 8, c'est la diastolique. Donc retenez, c'est un vasodilatateur, ça baisse les résistances périphériques. Alors vous vous dites, oui d'accord, mais est-ce que ça va baisser la pression artérielle chez tous les malades, chez tous les hypertendus? Et c'est là que les choses se compliquent, et c'est pour ça que j'ai aimé autant cette discipline toute ma vie, qui est l'hypertension artérielle. C'est que l'hypertension, c'est une maladie plurifactorielle, c'est une mosaïque de causes. Quand vous vous trouvez devant un hypertendu, vous ne savez pas a priori quelle répartition il va avoir. Certains hypertendus vont être extrêmement sensibles au sel, d'autres vont pouvoir en manger tant qu'ils veulent, la pression ne montera pas, et d'autres, avec une forte sensibilité au sel, vont monter leur pression très vite au travers d'une hypervolémie. Les autres sont très sensibles au poids, prennent 10 kilos, et ils deviennent des hypertendus permanents. D'autant plus que la sédentarité est un système, on vous en reparlera beaucoup dans le diabète, le syndrome métabolique, qui est un système qui favorise l'apparition de l'hypertension. L'obésité, la surcharge pondérale et l'obésité s'associent à une résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, vous verrez, découple les mécanismes d'entrée de glucose dans les cellules, mais aussi elle entraîne une exagération des effets de l'angiotensine 2, on va le revoir. Cette résistance à l'insuline, elle est observable pas seulement chez un très très gros monsieur comme ça, mais juste chez un petit monsieur qui a un gros ventre. Voilà. Il pèse 10 kg de trop ou 5 kg de trop, il a ce qu'on appelle l'obésité abdominale, vous faites un scanner, vous voyez qu'il y a beaucoup de graisse abdominale, et ça, suivant certains critères, déjà ça suffit à le faire rentrer dans un haut risque cardiovasculaire. Le système sympathique, vous pensez tout de suite, vous, au stress, le stress aigu, mais un stress chronique, lié à des difficultés économiques, des difficultés conjugales, des difficultés professionnelles, une espèce de stress de longue durée comme ça suffit. Eh bien,
tous ces systèmes-là s'organisent autour de deux mécanismes. Premier mécanisme, je vous en ai parlé, l'hypervolémie. C'est beaucoup plus le débit cardiaque. Et puis deuxième mécanisme, ce sont les résistances périphériques totales, la vasoconstriction artériolaire. Et ici, je l'ai appelé fonctionnel. Pourquoi? Parce que l'artère sans angiotensine est dilatée, l'angiotensine circulante augmente ses concentrations et elle se contracte. Et je vous ai mis un petit schéma pour vous bien fixer les idées. La lumière de l'artère diminue. Donc l'épaisseur vous paraît grandir, mais c'est exactement la même. Ça, c'est une section de l'artère. Moins de lumière, plus de résistance. Vasoconstriction fonctionnelle, les deux grands agents, c'est l'angiotensine 2 et ce sont les catécholamines et la noradrénaline. Les deux grands vasoconstricteurs, c'est angiotensine et noradrénaline. Puis vous verrez sur une autre diapo, on parlera de l'endothéline. Mais là, on vous en parlera dans d'autres années. Donc retenez bien, l'hypertension est une maladie multifactorielle. J'ai un hypertendu devant moi. Je ne sais pas ce qu'il a comme répartition. Est-ce qu'il est hypervolémique et dilaté? Est-ce qu'il est vasoconstricté et hypovolémique? Est-ce qu'il a un peu des deux? Est-ce qu'il a beaucoup d'hypersensibilité au sel et très peu de vasoconstriction? Je ne sais pas. On a des indices et très souvent, on est obligé de tester une classe pharmacologique après une autre. Alors on continue et on se dit, c'est pas mal d'avoir ces médicaments-là parce qu'ils ont d'autres mécanismes d'action. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit que c'était des médicaments qui diminuaient la soif. On peut même rajouter qu'ils diminuent l'appétit pour le sel. Des médicaments qui, en diminuant la soif, l'appétit pour le sel et la sécrétion d'aldostérone, diminuent la rétention hydrosodée. Donc ce sont des médicaments qui vont diminuer la volémie. Ça, c'est vraiment, finalement, sont des bons médicaments. Et vous vous dites, tiens, les diurétiques, c'est des médicaments qui diminuent la volémie. Hein, on vous parlera beaucoup des diurétiques. Donc ils ont un rôle pas seulement de vasodilatation, mais aussi de diminution de la volémie. Et puis aussi, je vous ai écrit moindre vasoconstriction sympathique parce que le système nerveux sympathique, et en particulier les synapses noradrénergiques, sont moins activées, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'angiotensine 2 pour les exagérer. Donc on dit, finalement, ces effets associés, qui sont intrinsèques à l'activation des récepteurs AT1, sont synergiques pour faire baisser la pression artérielle. Et quand vous revenez à... alors on va revenir au petit schéma là. Hein, je vous ai dit, c'est des antivasoconstricteurs, 80% de leur effet, mais pas que. Au travers de ce que je viens de vous raconter, ils agissent aussi sur la volémie. On continue un petit peu sur les modifications structurales, parce qu'il faut que vous compreniez bien que quand vous avez une maladie, cette maladie, surtout des maladies comme l'hypertension artérielle, comme l'insuffisance cardiaque, sont des maladies qui démarrent à un âge, mais qui vont durer des années. Et donc tout va se remodeler. Une maladie artérielle va remodeler le système artériel, une maladie cardiaque va remodeler le système cardiaque, une maladie pulmonaire va remodeler les poumons. Qu'est-ce que c'est qu'un remodelage? Ce sont des modifications structurales au long cours qui vont en général aboutir à un véritable cercle vicieux. Donc il faut prendre en compte les effets structuraux au long cours et on va revenir sur les autres mécanismes d'action dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans cette physiologie un petit peu compliquée. Je vous disais, on a moins d'angiotensine 2, donc on aura moins d'effets délétères. Donc on aura moins de croissance cellulaire, moins de stress oxydant, moins de fibrose. Tout ça, c'est bon. Tout ça, ça veut dire qu'on va exercer au long cours ce qu'on appelle des effets structuraux. Commençons par les deux derniers. Je n'aurais pas dû les mettre. Commençons par les deux derniers. On va diminuer le remodelage des artérioles. Pourquoi? Parce qu'avec de l'angiotensine 2 au long cours, l'artériole s'épaissit, sa paroi augmente de diamètre aux dépens de la lumière, et la lumière se rétrécit. La fibrose envahit les gros troncs, comme l'aorte, et augmente leur rigidité. Donc quand je donne
un IEC, je vais lutter contre tout ça. Je vais diminuer le remodelage, je vais diminuer la rigidité, et puis il y a un aspect dont je vous ai très peu parlé, mais il faut le savoir, je vais diminuer l'hypertrophie du cœur. Donc tous les effets néfastes de l'angiotensine 2 sont diminués, antagonisés si vous voulez, par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Alors on revient à un schéma un petit peu plus complet, où là je vous ai placé les anomalies structurales. Vous voyez, ici elles sont fonctionnelles. Mon artère est dilatée, je mets de l'angiotensine 2, mon artère se contracte. J'enlève l'angiotensine 2, l'artère se dilate. Ici, ces anomalies peuvent être structurales. Je garde pendant des années de l'angiotensine 2 sur mes artères, et que vont faire mes artères? Elles vont se raréfier, elles vont s'épaissir, elles vont réduire leur lumière quand il s'agit de petites artérioles, et elles vont devenir fibreuses et rigides quand il s'agit de grosses artères, comme l'aorte ou la carotide, des artères élastiques. Et tout ça, c'est mauvais. Donc retenez bien, je ne le détaillerai pas dans la science cardiaque, parce qu'on ne peut pas tout dire, il ne faut pas que vos cours soient trop longs, mais on prend l'exemple de l'hypertension artérielle pour vous dire, une maladie, c'est quelque chose d'aigu, mais aussi dans une maladie chronique, c'est un remodelage au long cours et il faut en tenir compte. Ça va, c'est clair? C'est un peu compliqué, mais on essaye de vous le faire simple. Alors on a dit les artères, avec tout ce que ça comporte, et on va quand même parler du rein. Et alors pour le rein, là on a une chance formidable, c'est que c'est un peu compliqué le rein. Voici un glomérule, ici en microscopie à balayage, avec une artériole afférente et une artériole efférente. L'artériole afférente, vous la trouvez là, l'artériole efférente, vous la trouvez là. Le glomérule, la capsule de Bowman et l'élimination des urines. Eh bien, les sensibilités ne sont pas les mêmes aux vasoconstricteurs. C'est-à-dire que l'artériole afférente et l'artériole efférente sont toutes les deux sensibles à la noradrénaline. Mais seule l'artériole efférente est sensible à l'angiotensine 2. Ça, c'est intéressant, ça. Ça veut dire que lorsque vous avez un peu en permanence de l'angiotensine 2, eh bien, vous diminuez le calibre de cette artériole efférente, donc vous augmentez la pression à l'intérieur du glomérule. Donc vous augmentez la pression intraglomérulaire, vous augmentez ce qu'on appelle la fraction de filtration, puisque vous avez un débit d'entrée qui n'a pas changé, mais un débit de sortie qui a diminué. Ce n'est pas tout à fait ça, parce que en fait, vous avez aussi des modifications hémodynamiques systémiques, mais là on en parle, on fait simple. Et là, ce n'est pas bon. On sait que toute augmentation de la pression intraglomérulaire et de la fraction de filtration au long cours chez un individu abîme le rein. Et vous vous souvenez un peu comment c'est, la barrière avec la cellule endothéliale, la membrane basale du glomérule, les podocytes. Eh bien, toutes ces cellules sont abîmées et à la fin, la barrière est abîmée et vous avez la néphropathie. Alors, quand vous donnez un IEC, eh bien, vous agissez directement sur l'artériole efférente, vous entraînez une vasodilatation et vous entraînez une réduction de l'hyperfiltration et de la fraction filtration, puisque vous permettez un débit de sortie pratiquement aussi équivalente qu'un débit d'entrée. Donc vous diminuez l'agression, on l'appelle ça barométrique, parce que c'est l'augmentation de la pression intraglomérulaire sur le système glomérulaire. Cette réduction de l'hyperfiltration, cette réduction de l'hypertension intraglomérulaire sont néphroprotectrices à long terme. Et là, vous vous souvenez de l'indication numéro 4, prévention des complications rénales chez le diabétique de type 2. Mais aussi, vous vous souvenez de l'indication numéro 1 ou 2, je ne sais plus dans quel ordre je l'avais mis, indication néphropathie avec protéinurie chez le diabétique de type 1. Voilà. Ce sont des bons médicaments de prévention cardiovasculaire, rénale. Et maintenant,
On dit beaucoup cardiovasculaire et rénal, mais là, c'est de la protection rénale. Tout dernier point, le métabolisme. L'angiotensine 2 a un effet délétère sur le métabolisme du glucose, c'est que l'angiotensine 2 découpe le récepteur de l'insuline de celui du transport de glucose. Voilà, l'insuline fait rentrer le glucose, vous l'avez appris. Le problème, c'est que quand vous avez trop d'angiotensine 2, vous pouvez activer le récepteur de l'insuline et pourtant vous n'aurez pas d'entrée de glucose. Et on appelle ça de la résistance à l'insuline. Un excès d'angiotensine 2 aboutit à de la résistance à l'insuline. Et dans la résistance à l'insuline, il y a un excès d'angiotensine 2. Et les relations sont un peu plus compliquées. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient que, de manière très intéressante, les IEC, ont des effets neutres sur les lipides, très bien, ils n'augmentent pas les lipides sanguins. On sait que les lipides en soi, c'est des facteurs de risque cardiovasculaire, très bien, ils n'exagèrent pas cette anomalie. 2, ils suppriment ce couplage délétère. En d'autres termes, quand vous regardez ça au long terme, on voit qu'il y a moins de nouveaux cas de diabète chez des gens qui sont traités par des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc on voit un effet de prévention au long cours. Alors il n'y a pas seulement la prévention de la néphropathie diabétique de type 2, il y a la prévention du nombre de cas de nouveau diabète. On est encore plus en amont. On appelle ça de la prévention primordiale. C'est-à-dire qu'il y aura moins d'hypertendus, il y aura moins de diabétiques, et puis si jamais ils sont hypertendus et diabétiques, il y aura moins de complications cardiovasculaires. Donc là, on a vu 3 choses. On a vu que les IEC baissaient la pression artérielle, on a vu qu'ils protégeaient les organes cibles, et il faut que je vous remette ça dans toute l'histoire, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de parler dans ces cours transversaux, grâce à la pharmacologie, c'est ça. Une classe thérapeutique, les antihypertenseurs, au sein d'elle, une classe pharmacologique, les IEC, ont un effet pour prévenir les complications cardiovasculaires. C'est pour ça qu'on les donne. Quand un hypertendu vient vous voir avec 18-10, il se plaint parfois de rien du tout. « Oh, j'ai 18-10, dans ma famille, tout le monde avait 18-10, j'ai pas de problème, tout va bien, docteur, je vais bien. » Et vous regardez sa biologie, ses examens, et vous vous rendez compte que tout est pas mal. Mais il a 18-10. Et il l'a depuis plusieurs mois, par exemple. Et là, vous savez pertinemment que s'il garde 18-10 pendant quelques années, et a fortiori 10 ans ou 20 ans, il va faire des complications. Donc vous lui donnez un antihypertenseur. Vous êtes dans une démarche de prévention. C'est de la médecine préventive. Nous, notre job, il est très difficile. C'est d'arriver à faire prendre des comprimés pendant des années et des dizaines d'années à des patients qui n'ont pas de maladie. Ils ont des facteurs de risque. Moi, je considère que l'hypertension artérielle est une maladie. Et donc, en baissant leur chiffre de pression artérielle, on va empêcher les maladies. Comment ça marche? Voilà. C'est ça qu'il faut que vous vous posiez comme question. Vous êtes des médecins, il faut que vous les convainquiez et il faut que vous soyez vous-même convaincus. Eh bien, avec ces inhibiteurs d'enzyme de conversion, vous avez baissé la pression artérielle. Ça, vous êtes convaincus, on l'a expliqué largement. Je vous ai parlé des effets associés sur le métabolisme lipidique neutre, sur le métabolisme du glucose bénéfique, sur la protection rénale, très bien. Tout ça, ça aboutit à ce qu'on appelle la protection des organes cibles. Cette protection des organes cibles, et on en a toujours 4, retenez bien, cardiovasculaire, 4. Le cœur, le cerveau, le rein, les artères. Voilà ce qu'on protège. Tous les organes sont perfusés, bien entendu. Le côlon est perfusé, la prostate, le foie, la vessie, bien entendu. Mais ceux qui vont entraîner les complications, ce sont ceux-là, les 4. Le cœur, le cerveau, le rein. Le cœur, le risque, c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche, mais aussi l'infarctus du myocarde, on verra. Le cerveau, c'est l'accident vasculaire cérébral. Le rein, c'est l'insuffisance rénale. Et puis les artères, c'est le remodelage artériel qui va entraîner ces anomalies. Finalement, la protection des organes cibles va entraîner une moindre incidence des complications cardiovasculaires. Et qu'est-ce qui nous intéresse, nous? L'insuffisance coronaire. L'insuffisance coronaire, on vous l'a appris,
c'est l'infarctus du myocarde, ou bien le Langor, stable, ou la cardiomyopathie ischémique dilatée, l'accident vasculaire cérébral pour le cerveau, l'insuffisance cardiaque. Et on devrait même dire, j'aurais dû, vous voyez, après ce que je vous ai dit, dire moindre incidence des complications cardiovasculaires et rénales. Parce que là, je pourrais ajouter insuffisance coronaire, accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque et insuffisance rénale. On protège de tout ça avec des médicaments donnés au long cours. Ça va, c'est clair ? Dernière diapositive de cette première partie. Après, on ira beaucoup plus vite. Mais ça, je voulais vraiment que ce soit parfaitement compris par vous. Quel est le niveau d'évidence? Vous avez des cours de lecture critique d'articles, vous avez des cours de stats, de biostats, de méta-analyse, de tout ce qu'il faut. Eh bien, voilà un exemple. Imaginez, ces médicaments, les IEC, ont été découverts en 1980, commercialisés en 1984. On est en 2017, donc on est 33 ans plus tard. 33 ans plus tard, 55 essais thérapeutiques contrôlés, randomisés, en double insu, etc. ont été réalisés, incluant 195 000 patients. Et vous voyez ici qu'on a des données à partir d'un certain nombre d'essais pour les accidents vasculaires cérébraux, etc. Alors là, ce n'est pas tout à fait exact ce que je vous dis, ce n'est pas uniquement pour les IEC, c'est pour tous les médicaments de l'hypertension artérielle. Pour les IEC, vous les avez ici. 17 000, 17 000, 14 000, 32 000, en moyenne 30 000. 30 000 patients, mais parfois ce ne sont pas forcément les mêmes, donc retenez 30 à 40 000 patients. Mais c'est énorme. Alors qu'est-ce que vous lisez? On vous a appris à lire ça? Vous avez déjà eu les cours là-dessus? Jamais? Pas encore? Plus ça va aller, plus on va vous parler de ces méthodes d'analyse. RR veut dire rapport de risque. 0,80 avec un intervalle de confiance qui ne passe pas la barre du 1, 0,69 à 0,93, elle ne passe pas à 1,01, veut dire je diminue le risque de 20% si je donne un inhibiteur de l'enzyme de conversion plutôt que si je donne un contrôle. Mon contrôle, ça peut être un autre médicament ou un placebo. Je diminue mon risque CHD, veut dire d'insuffisance coronaire, de 13%, si je donne un inhibiteur de l'enzyme de conversion. Je diminue mon risque de 21%, 0,79 de rapport de risque, d'insuffisance cardiaque. Voilà. Et là, c'est une quantité d'évidence tellement importante qu'on ne peut plus remettre en cause les indications. Alors, on va avancer plus vite maintenant. On passe à l'insuffisance cardiaque. Tout ce que je vous ai dit, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je voulais insister tellement sur l'hypertension artérielle. Insuffisance cardiaque congestive, on va supprimer un des mécanismes compensateurs de l'insuffisance cardiaque. Les IEC bloquent la vasoconstriction induite par l'angiotensine 2. Ce sont des vasodilatateurs. Ils vont diminuer la post-charge du ventricule gauche. Ce ventricule gauche qui a du mal à se contracter, eh bien, il va éjecter dans un système qui est dilaté et qui est moins résistif, qui va lui imposer moins de dépenses énergétiques, et donc il va améliorer ses indices. Et tous les indices sont améliorés, non seulement la baisse des résistances périphériques ici, mais aussi, vous voyez, le débit cardiaque, la fraction d'éjection, ce qu'on appelle la PTDVG, c'est-à-dire la pression télédiastolique du ventricule gauche, et la pression capillaire. Vous reverrez ça dans vos cours de sémiologie d'insuffisance cardiaque. Ce sont des bons médicaments de l'insuffisance cardiaque congestive. Là encore, on pourrait rentrer dans un schéma un peu compliqué de l'insuffisance cardiaque, mais je ne vais pas aller très en détail. Je vais juste vous montrer qu'avec un médicament, qu'est-ce qu'on fait le plus souvent? On interrompt un cercle vicieux. L'insuffisant cardiaque, il a quoi? Il a un cœur incapable d'assurer un bon débit cardiaque. Donc, il perfuse mal ses reins. Le rein pense que le patient est déshydraté, alors il sécrète de la rénine qui va augmenter les concentrations plasmatiques d'angiotensine 2. Avec l'angiotensine 2, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va à la fois augmenter les résistances périphériques pour perfuser le rein, parce que le rein a l'impression qu'il n'y a pas assez de volume. On va augmenter les concentrations d'aldostérone pour
retenir de l'eau et du sel et augmenter la volémie, mais ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. C'est un mauvais signal. Le cœur est surchargé de volume, il n'arrive pas à éjecter ce sang. Et cette surcharge, cette augmentation de surcharge, à la fois par la volémie et à la fois par l'augmentation de résistance à l'éjection, va aggraver la fonction cardiaque. Et on va retomber dans un véritable cercle vicieux. Donc un médicament est en général un médicament qui brise un cercle vicieux. Là, l'insuffisance cardiaque congestive, c'est une maladie tout à fait symptomatique.